Le 6 avril 1994, l'avion du président rwandais Juvenal Habyarimana est abattu. Cet événement marque le début d'un génocide qui fera 1 million de morts en 100 jours. 30 ans plus tard, en quoi est-ce que cela nous regarde, nous, Belges, et où en sont les Rwandais dans le travail de réconciliation? Nous allons le voir avec Béatrice Mukamu-Lindwa, fondatrice de CCMES, Cri du cœur d'une mère qui espère. Bonsoir Béatrice. Bonsoir. Merci d'être là. Ainsi qu'avec Hugues Dorzé, rédacteur en chef du magazine Imagine, qui sort ce mois-ci un dossier sur le Rwanda. Bonsoir Hugues. Bonsoir. Ce dossier s'appelle Sur les chemins de la réconciliation. Il y a également un long format web complété des photos de Patricia Allen, dont on va vous parler longuement ce soir. Merci à tous les auditeurs. Bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Libre Ensemble, Catherine Ax, Jacques Nizan. Hugues Dorzé, bonsoir. Je vais commencer avec vous parce que vous signez ce dossier Imagine. Vous avez passé 3 semaines, fin décembre et début janvier, parcouru 700 km dans les villes et collines, recueillant plus de 70 sources croisées et différentes recherches menées en Belgique. Une enquête difficile, hein, vous le dites vous-même d'entrée de jeu, forte en émotions, une enquête forcément inachevée, dites-vous, où il a fallu cultiver l'humilité. Je voulais d'abord voir avec vous, Hugues Dorzé, en quoi est-ce que ça nous regarde aujourd'hui finalement, ce Rwanda, ces 30 années d'un génocide épouvantable, on peut le dire, puisqu'en 100 jours, hein, je le disais et tout le monde le sait, 1 million de personnes ont été exterminées. C'est un vrai génocide. Pourquoi ça nous regarde aujourd'hui ? À plusieurs titres. D'abord parce qu'en tant que Belge, on était quand même... on a colonisé ce pays pendant des années, on a importé notre modèle, on a notamment... organisé la division ethnique et introduit l'idéologie raciste dans le cadre de cette colonisation qui a inscrit finalement dans ce peuple rwandais qui était historiquement uni. Il avait un dieu unique, il avait une langue unique, le Kinyarwanda, il avait des rites et des codes uniques, et le colonisateur d'abord allemand puis belge est venu bousculer tout cela et qui a débouché sur cette classification Hutu, Tutsi et Toi, qui a débouché plus tard sur cette idéologie raciste que l'on connaît et sur ce terrible génocide. Ça nous concerne à ce niveau-là, mais ça nous concerne aussi en humanité, parce que c'est clair que quelque part cette forme de barbarie qui s'est déchaînée il y a 30 ans nous renvoie aussi à notre responsabilité, à notre inaction et à l'impuissance aussi. Donc ça, quelque part, on a une obligation morale de se repencher sur ces questions, et nous, modestement en tant que journalistes, on a voulu retourner là-bas pour travailler sur la question de la réconciliation. Je trouve que ce triste anniversaire a permis de mettre, comme vous le dites, en évidence ce fameux Ubumwe, hein, l'unité nationale rwandaise qui était bel et bien présente et que le colonisateur belge a brisé. C'est des choses qu'on apprend enfin, chez nous en tout cas, hein, après 30 ans. C'est avec ça que vous avez pris comme point de départ votre envie d'aller sur place en grande enquête ? Mais le point de départ, c'était aussi d'abord une rencontre avec Béatrice et le travail dont on parlera après, de ce formidable travail de CCMES, mais qui m'a mis le doigt sur l'envie d'aller plus loin, au-delà de toutes les questions qui sont posées de reconfiguration familiale, de quête d'identité, de difficulté de retrouver aussi les siens quand on est orphelin ou parent avec des enfants disparus. Mais il y avait cette idée de laboratoire mémoriel, politique, social, comme l'appelle l'historienne française Hélène Dumas, qu'on a interviewée aussi dans cette enquête. Le Rwanda, en fait, en 30 ans, a fait un travail incroyable de réconciliation et d'unité, avec évidemment des travers, des obstacles, des écueils. Tout n'est pas parfait, il y a des choses qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent moins bien. Mais nous, on a voulu essayer de voir sur le terrain, à travers recueillir le témoignage de survivants, de génocidaires, de détenus en prison, de thérapeutes, d'artistes, d'intellectuels, de voir, tiens, aujourd'hui, comment, finalement, le Rwanda a pu, après être mort debout, parce qu'en 94, il était complètement KO, anéanti, il a pu 30 ans plus tard faire ce travail de réconciliation. Béatrice, avant de raconter votre histoire et votre témoignage, je voulais voir avec vous, effectivement, comme le disait Hugues, cette unité nationale rwandaise, elle était forte avant le colonisateur, et depuis la colonisation, est-ce que tout s'est un peu préparé ? Ce génocide, en fait, on l'a cru éclater quand l'avion du président rwandais a été abattu, mais en fait non. Ça faisait quand même longtemps que se préparaient des tensions entre les deux ethnies, nourries par le colonisateur, comme l'a dit Hugues. Je connais très peu de choses de la période coloniale. Je suis née en 1956. Oui, vous êtes née bien après. Oui, mais les tensions qu'il y a eu, je ne peux pas dire que c'est des tensions entre les deux ethnies, parce que là, ça sous-entend qu'il y a une ethnie et une autre qui... Il n'y avait pas d'ethnie, en fait, c'était ça, en fait. Moi, j'ai grandi dedans. Moi, j'ai grandi dedans parce que pour
passer de l'école primaire à l'école secondaire, il fallait être Hutu ou alors passer entre les mailles du filet. Pour aller à l'université, c'était en 1976. Je termine mes humanitaires. Il n'y a que 2 Tutsis dans ma classe. Tout le monde obtient la bourse d'études sauf nous 2. Et sur les milieux du travail, ce n'était pas non plus fameux. Et puis, tout le long de la journée, tout au long de la vie, on rencontrait toujours quelqu'un qui te faisait sentir que tu étais Tutsi, que tu n'étais pas à ta place. Et par exemple, mon ex-mari est un homme très élancé. Et on le qualifiait là où nous travaillions d'échantillon. Et c'était sous-entendu échantillon de Tutsi. Donc les tensions, moi je qualifie ça de traumatisme que nous on a vécu comme Tutsi bien avant le génocide, bien avant la guerre de 1990. C'était au quotidien. C'était au quotidien, mais bien évidemment, plus tard quand on apprend l'histoire, on sait d'où c'est venu. Et puis moi qui ai grandi avec des personnes âgées, ma grand-mère et la tante de ma mère, on apprenait des petites bribes de situations parce qu'on ne s'étendait pas vraiment là-dessus, de peur que, étant enfant, on puisse répéter dans l'entourage, ce qui aurait créé des problèmes. Oui, Hugues Dorzé, vous le rappelez aussi, l'élite Tutsi est choyée par les Belges, par les missionnaires catholiques pendant tout un temps, et puis subitement, par peur de perdre le contrôle, une décolonisation, ils changent de camp. La Belgique change de camp et soutient plutôt les Hutus, et c'est là que ça bascule. Oui, alors moi je ne suis évidemment pas un spécialiste en géopolitique non plus, donc je ne voudrais pas ni un historien de ce génocide, mais effectivement, on s'accorde pour dire que la responsabilité de l'État belge, elle est posée. Il y a d'ailleurs eu des excuses officielles du Premier ministre Guy Verhofstadt à l'époque. On a aussi contribué, que ce soit la France en particulier, au financement, à l'armement des extrémistes Hutus. Il y a eu surtout un abandon complet de la communauté internationale. Et après, la question qui se pose et qui est un peu sous-jacente dans notre dossier, c'est la question de la justice. Parce que qui dit réconciliation dit d'abord justice, parce qu'il y a eu 3 temps finalement dans l'après-génocide. Il y a eu ce moment de sidération, de chaos, il fallait reconstruire l'État, il y avait de tout reconstruire, et puis il y a eu le temps de la justice qui est quand même là aussi un incroyable tour de force qui doit aussi nous remettre, nous Européens occidentaux, face à ce qu'ont fait les Rwandais, c'est-à-dire juger quand même près de 2 millions d'auteurs en 10 ans à travers ces tribunaux traditionnels, les gachacha, dans 12 000 juridictions. Alors c'était pas parfait non plus. Il y a eu des aveux qui ont été parfois expédiés, il y a eu une justice parfois un peu express, il y a eu des victimes qui n'ont pas été bien écoutées, mais globalement il y a quand même eu un devoir de lutter contre l'impunité. Parallèlement à ça, il y a eu tout le travail des tribunaux pénaux internationaux qui, pour le coup, étaient sans doute moins efficaces. Et puis le 3e temps, c'était le temps, effectivement, de la reconstruction, de cette forme de vivre ensemble nouveau à créer. Et là, on y est toujours et c'est ce qu'on a pu observer sur le terrain, quoi. Oui, parce que vous le précisez dans le dossier, hein, si on considère d'autres génocides comme les Juifs d'Europe, les Arméniens de l'Empire ottoman, les survivants ont pour la plupart quitter les espaces d'extermination. Au Rwanda, tout le monde est resté là et a dû reconstruire et puis réconcilier ce qu'il y avait à réconcilier et pour revivre ensemble sous l'approche dont vous parlez, Hugues Dorzé, de l'Ubuntu. Béatrice, je vais en quelques mots raconter un peu votre histoire. En avril 1994, vous étiez directrice financière chez Shell. Vous m'arrêtez si ce n'est pas juste. Quand le génocide a éclaté, vous trouviez en Belgique, mais vos enfants étaient au Rwanda chez votre frère. Alain Flavien, 13 ans, Aline, 11 ans, et puis Nadège, 9 ans, lorsque les massacres perpétrés ont commencé. Depuis, on peut le dire, vous cherchez vos enfants. Oui. Vous n'avez pas de nouvelles, vous ne savez pas s'ils sont morts, vivants. Voilà, vous êtes en quête vous avez perdu le reste de votre famille, ça vous le savez, mais vous cherchez vos enfants. Et puis, avec cette quête de recherche de vos enfants, vous vous êtes rendu compte que vous n'étiez pas la seule à chercher vos proches, vos familles, vos amis, vos enfants. Et du coup, en 2012, vous décidez alors de créer au Rwanda le CCMES, Cri du cœur d'une mère qui espère. C'est cette force-là qui vous permet de continuer aussi aujourd'hui, de garder espoir et d'aider les autres. Et ce formidable travail, où est-ce qu'il en est aujourd'hui, Béatrice ?
On a un peu galéré au début, mais maintenant je peux dire qu'on a un peu d'espoir parce qu'au début on m'a considéré comme une folle de continuer à chercher les personnes qui sont sûrement décédées. J'ai dû vraiment affronter le regard des gens, même les proches, hein, qui me disaient ça serait mieux que tu t'arrêtes parce qu'il n'y a aucun espoir. On me qualifiait carrément de traumatisme, quoi. Mais moi, à moi-même, je sentais, après le parcours que j'ai fait un peu partout, dans les camps de réfugiés, à Bukavu, à Goma, à Brazzaville, partout où je suis allée, j'en ramenais une idée, une histoire qui me confortait dans le sens qu'il y a quand même encore des enfants. Moi, je m'occupe principalement des enfants. Oui, parce que des enfants ont été adoptés par des familles, ont été recueillis en quelque sorte, et puis sont partis à gauche, à droite sans connaître leurs origines, c'est ça, hein? Oui, sans connaître les origines, mais même ceux qui le connaissaient, disons les miens connaissaient bien les noms, ils savaient bien que nous étions en Europe, mon mari et moi-même. Mais une fois entre les mains des gens... disons, je ne sais pas qui ont fait quoi ou quoi, surtout après avoir traversé une période de traumatisme où ils ont été surpris de voir que les personnes âgées, que les adultes pouvaient leur vouloir du mal. C'est difficile de s'épanouir, d'exprimer leur envie de retourner chez eux, de chercher les parents. Et c'est surtout à Goma, où quand j'étais dans l'est du Congo, là, j'ai appris des employés de la Croix-Rouge que dans toutes les familles congolaises, de Goma jusqu'à Masisi, Rutshuru, les gens disent que c'est plus ou moins la superficie du Rwanda. Il y avait dans chaque famille congolaise au moins 2 enfants rwandais. Et là, ils étaient employés comme aide-ménager, comme chacun s'y prenait comme son cœur le lui dictait. Et c'est des enfants qui ne sont connus d'aucune institution, d'aucune administration. Quand j'ai posé la question à la Croix-Rouge, pourquoi est-ce qu'on ne recense pas ces enfants, ils m'ont dit, nous, on sait qu'ils sont là, mais ce n'est pas dans nos compétences d'aller dans les familles, de dire aux gens, ramenez-nous les enfants, ou bien alors qu'on puisse les recenser. Avec cette histoire, je me dis, tant qu'il y a tous ces enfants qui n'ont pas encore été recensés, comment est-ce qu'on peut vraiment abandonner et se dire que le mien n'est plus en vie, et ainsi de suite. Et alors, quand je suis allée à Brazzaville, j'ai appris tellement d'histoires tristes et j'ai rencontré des gens qui ont traversé toute la forêt du Congo. Et comment, au fur et à mesure qu'ils avançaient avec toute la pénibilité de la marche à pied dans les forêts et tout ça, il y a toujours eu des gens qui restaient. Et c'est tous des enfants. J'ai appris une triste histoire d'un monsieur qui, accablé par la faim, la fatigue et tout ça, parmi ses enfants, il a échangé un contre une chèvre pour pouvoir nourrir sa famille. Là, je me dis, c'est sûrement un enfant qu'il avait pris sur la route, bien qu'il avait caché. C'était pas le sien, probablement. C'est possible que ce soit le sien, mais avec toutes ces histoires, moi, je me dis, je suis convaincue qu'il y a encore des enfants encore en vie. Et que le travail est important. Vous avez créé d'ailleurs CCMES Belgique en 2015. Vous avez accompagné 169 personnes, dont 92 enfants devenus adultes. Et l'ONG a permis de retrouver 22 familles. Donc, il y a des résultats, il y a encore du travail. Est-ce que vous croyez, c'est ça qui vous donne l'espoir évidemment, mais comment a-t-elle été cette réconciliation pour vous, dont on va parler avec Hugues? Ce travail de réconciliation, de pardon, pour vous, vous le voyez comment? Quand on a perdu ces 3 enfants, qu'on est toujours en recherche? Personnellement, la réconciliation, je n'ai jamais eu le temps de me pencher là-dessus. Je sais qu'il y a un travail qui se fait de réconciliation. J'ai été dernièrement contactée par le curé de ma paroisse d'origine parce qu'il y a des gens qui ont participé au massacre des miens qui voudraient me demander pardon et tout ça. Mais je n'ai jamais eu le temps de penser réconciliation. Mais avant de faire tout ce travail que je fais, j'ai fait moi-même un travail énorme de pardon parce que ce n'était pas évident au début. C'était pas évident. Et ça a été vraiment une longue agonie d'arriver à complètement pardonner. La réconciliation, pour moi, c'est autre chose. Est-ce que ceux que j'ai pardonnés regrettent ce qu'ils ont fait? Je ne sais pas. La réconciliation, pour moi, ça devrait m'amener à me dire que s'il arrivait encore quelque chose du genre,
je puisse aller chez tel Hutu, mon voisin, sans crainte qu'il va me massacrer. Or, comme avant le génocide, on a toujours vécu dans la bonne entente. Je ne sais pas comment, après avoir fait tout ce qu'il a fait, oui, il y a toujours des miracles, mais moi, je suis pour la réconciliation, autant que faire se peut. Mais dire quelque chose là-dessus, dire c'est réussi ou c'est pas réussi, j'ai pas eu le temps d'y réfléchir et je me dis d'ailleurs heureusement. Mais c'est très important que les gens puissent se réconcilier, qu'ils puissent cohabiter en espérant que ceux qui ont fait des crimes puissent un jour vraiment regretter ce qu'ils ont fait. Parce que la réconciliation, ce qui la rend compliquée, ce génocide de Tutsis, on le qualifie de génocide de proximité. C'est un voisin qui a tué un voisin. C'est un oncle qui a tué son neveu ou sa nièce parce que le papa est Hutu, le papa est Tutsi, la mère est Hutu. Donc c'est un peu compliqué, mais... Hugues d'Orsay, vous qui avez passé 3 semaines, qui nous avez ramené un dossier magnifique et puis une web-série, c'est comme ça qu'on dit, avec les photos de Patricia Allen. Qu'est-ce que vous en avez retiré? Bon, tous ces articles, mais vous le disiez, un travail inachevé parce que sur place, c'est en reconstruction. Il y a déjà des avancées, on va dire, et de bons résultats, mais où est-ce qu'ils en sont? Alors effectivement, c'est un processus qui a plusieurs niveaux. C'est ça qui était complexe et fascinant. C'est qu'à la fois, il y a le niveau interpersonnel dont parlait Béatrice, et c'est un des obstacles d'ailleurs aussi, parce que pour se réconcilier, revivre ensemble, recréer, disons, un nouveau pacte social rwandais, il faut que les gens puissent se sentir bien, dépasser les traumatismes. Or, on sait que la santé mentale des victimes, des survivants, est quand même très préoccupante. Il y a énormément il y a une étude du ministère de la Santé de 2018 qui montrait que près de 35% des survivants étaient dans des états dépressifs, qui avaient des problèmes de syndrome post-traumatique, etc. Donc, c'est un obstacle principal. On sait aussi que la question des reconfigurations familiales, et Béatrice en parlait, c'est des familles qui ont été complètement fragmentées, avec des enfants orphelins, des enfants qui sont devenus eux-mêmes chefs de famille, des veuves, des enfants nés du viol, parce qu'on n'en a pas parlé, mais aussi les violences sexuelles ont été quand même énormes, concernent au bas mot 250 000 femmes qui auraient été violées pendant le génocide. À côté de ça, évidemment, il y a une autre dimension, qui est la dimension de la société civile, qui essaye de travailler là-dessus, sur le vivre ensemble, et on a vu des projets formidables dans les collines, au niveau des quartiers, notamment avec l'association Modeste et Innocent, qui a mis en place toute une réflexion, au départ, effectivement, on en parlait tout à l'heure, de la philosophie Ubuntu, avec de la thérapie sociale, avec des groupes de parole, avec dans les collines un travail agricole en commun, le fait de cotiser dans une petite caisse de sécurité sociale locale. Enfin, donc il y a vraiment un travail assez formidable qui est mené. Et puis évidemment, il y a l'État. On sait que l'État rwandais est un État quand même fort. Paul Kagame a travaillé durement et a imposé un peu cette réconciliation. Alors il l'a effectivement imposé d'en haut, hein, c'est ce fameux notamment ce programme Je suis rwandais. Alors il y a énormément de choses qui ont été faites. Il y a eu le fait de supprimer par exemple la mention ethnique sur la carte d'identité rwandaise, qui était une chose qui paraissait essentielle. Il y a eu l'instauration de commissions nationales, il y a des mémoriaux qui ont été érigés un peu partout. Chaque année, là dimanche, on vient de le vivre, des moments de commémoration qui sont importants. Et il y a aussi une loi qui réprime le génocide. Donc au niveau de l'État, il y a des choses formidables qui ont été mises en place, mais il y a aussi des obstacles, il ne faut pas se leurrer. J'en parlais au niveau interpersonnel, mais au niveau par exemple de l'impunité, il y a encore des génocidaires qui sont impunis, qui sont en fuite. Il y a des problèmes aussi de conservation des archives, parce qu'on sait qu'au bout de 30 ans, il y a des choses qui disparaissent. Il y a encore de la résurgence de la haine qui existe ça et là. Donc il y a des obstacles, mais il y a aussi, il faut reconnaître ce qu'a réussi le peuple rwandais en 30 ans est assez incroyable. Mais la question de la prise en considération de la douleur des victimes, elle est toujours là. Et la question qu'évoquait Béatrice tout à l'heure sur tous ces enfants qui sont toujours en quête d'identité, c'est quand même important, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, le peuple rwandais, 70% ont moins de 30 ans. Donc n'ont pas connu de génocide. Donc une population très jeune. Population très jeune, et donc ça veut dire aussi là-bas un défi et plutôt de l'espoir. Parce qu'une jeunesse qu'on est allé aussi rencontrer, qui nous disent,
ce génocide, il fait partie de notre histoire, mais on ne doit pas le vivre non plus comme un fardeau. Ouais, ils ont envie d'aller de l'avant. Exactement, envie de se projeter, de construire un futur nouveau. Ils sont tournés vers le monde, mondialisation, maîtrise de l'anglais, etc., etc. Maintenant, ça ne veut pas dire non plus qu'ils ne doivent pas faire un travail de compréhension. Et ça, c'est aussi quelque chose qui nous a frappés en tant qu'occidentaux et qui nous oblige à nous décentrer. C'est tout le silence aussi, tous les non-dits, tout ce qui est dans les strates de la société rwandaise, qui font partie de ce traumatisme d'une population entière, et avec lequel notamment les nouvelles générations doivent vivre, parce que c'est très compliqué de pouvoir dire l'indicible. Et comme le disait Béatrice, dans cette réconciliation interpersonnelle, il faut pouvoir avoir confiance, retrouver la confiance en son voisin, en son cousin ou en son oncle. Et je cite Hugues dans votre dossier, les uns ont la tête basse, donc on parle d'une séance effectivement de parole dans un village, les uns ont la tête basse, le verbe doux, les autres regard fouillant, voire le sourire narquois. C'est le cas de cet ex-gendarme condamné pour viol et de ce pasteur d'une église pentecôtiste qui a également écopé de la peine maximale comme planificateur. L'un édulcore et évite le mot regret, l'autre nous affirme droit dans les yeux qu'il a agi avec la volonté de Dieu. Mais oui, alors ça c'est le travail qu'on a eu la chance de faire. Il a fallu quand même quelques semaines pour obtenir l'autorisation, mais d'aller à la prison de Muhanga, donc à l'ouest du pays. Prison où il y a 7500 détenus, c'est une prison quand même importante, dans laquelle il y a 10% encore de génocidaires, donc qui ont été condamnés à des peines longues. Et on a eu la chance, entre guillemets, de pouvoir faire des interviews de fond avec d'anciens auteurs de génocide. Alors, certains étaient dans une forme de reconnaissance de leur responsabilité, d'aveu, de partage de leur douleur par rapport aux victimes, et puis d'autres étaient complètement dans le déni, dans le cynisme. C'est le cas effectivement de ce pasteur qui a été condamné à perpétuité. Il fait partie de ceux qui ont été dans les planificateurs dans la région là-bas, et continue à dire j'ai agi avec la volonté de Dieu. Donc c'est complètement c'est sidérant d'entendre des choses pareilles, mais c'est aussi la réalité avec laquelle aujourd'hui les Rwandais doivent composer. Béatrice, comment voyez-vous la responsabilité de la Belgique, de l'Europe, parce que la France a été intimement mêlée aussi à ce génocide. L'appui de Mitterrand au président a été très forte. Comment voyez-vous, vous aussi qui avez créé votre ASBL, votre association ici en Belgique, qu'attendez-vous encore de la Belgique? Est-ce que des pardons, des excuses sont suffisantes, ou est-ce que vous attendez de l'aide même financière pour continuer vos recherches, pour aider ces familles et ces enfants? De la Belgique, les pardons, les excuses, c'est important, mais moi je considère ça comme purement politique. C'est peut-être important parce que finalement on est régi par la politique et les politiciens, mais j'attends des actions concrètes. Si de près ou de loin, d'ailleurs de près la Belgique, moi je considère qu'elle est même plus responsable que la France, parce que de un, c'est eux qui nous ont divisés, et de deux, aux Nations Unies, quand on discutait de l'affaire d'intervenir au Rwanda, la plupart des pays ne connaissaient pas ce petit pays. Mais la Belgique était dedans, elle aurait dû dire que c'est important, qu'il faut agir, qu'il faut réagir et tout ça. Maintenant, c'est fait, on ne sait pas revenir sur le passé, mais on sait quand même nous aider à réparer le futur ou le présent. Moi, je suis en Belgique, je suis de nationalité belge. J'ai contacté toutes les autorités belges avant même de commencer l'association, quand j'essayais de rechercher mes enfants pour de l'aide concrète. Mais on me répondait très poliment, mais on n'a jamais rien fait de précis. Mais maintenant que j'ai une association de droit belge qui recherche ses enfants, c'est impossible de trouver une aide concrète, parce que pour toutes les actions, c'est comme ça que c'est fait, toutes les actions qui ne se mènent pas en Belgique, c'est impossible d'agir ou de réagir. Donc là, j'attends plus de la Belgique une aide de réparation. Il y a que je suis belge, mais il y a aussi que ce génocide est un crime contre l'humanité. Moi, j'estime que ça serait logique que toute personne à travers le monde essaye de contribuer à la réparation, au rétablissement de la construction de la famille. Oui, Hugues Dorzé, c'est réellement un crime contre l'humanité, un génocide pur et dur, avec une solution finale, une planification extrêmement précise. C'est en ça que le cas rwandais doit faire histoire aussi. Oui, c'est sûr, parce qu'effectivement, il y avait des signes annonciateurs déjà
depuis l'indépendance finalement du Rwanda en 63, il y a eu à plusieurs moments déjà des exactions, des massacres, des pogroms. Donc ce génocide était annoncé, était programmé. Et puis il y a eu toute la campagne de haine, il y a eu le rôle des médias dans cette dispersion, disons, de l'idéologie génocidaire. Et puis on en parlait tout à l'heure, le financement d'armes qui ont été d'armes blanches, qui ont été financées par la France et en partie la Belgique. Donc il y a eu vraiment enfin, tous les éléments étaient là. Ce qu'il y a, c'est que c'est après comment tirer les leçons, évidemment, de... Comment la Belgique pourrait-elle aider? Sur place, quand vous étiez là, la Belgique n'a pas présente. Il n'y a pas d'ASBL ou d'ONG belge Si, donc l'ambassade est présente. Il y a effectivement une coopération belge qui agit au Rwanda. Je ne connais pas l'ampleur des programmes. Mais pas suffisante. Effectivement, ce que dit Béatrice sur ce terrain-là. Mais alors ça, c'est aussi intéressant parce que le travail que fait CCEMS qui est formidable, parce que c'est un travail de longue haleine et de perspective qui consiste à dire, oui, il y a encore des questions qui restent en suspens. Oui, on doit essayer de comprendre où sont les enfants disparus, comment est-ce qu'on reconstitue des familles qui sont éclatées, quel avenir auront-ils, etc. Et donc là, il y a un gros travail humanitaire à continuer à faire. Or, on se dit, c'est fini, parce qu'on est passé à autre chose. Parce que notre ministre des Affaires étrangères était là ce week-end et a fait 2-3 discours. Mais non, ça ne suffit pas. Effectivement, c'est la question politique qui est encore là derrière. Maintenant, sur la coopération belge, je pense qu'il y a des choses qui se font, mais peut-être pas en suffisance, comme vous le disiez. En regard de notre implication. Oui, c'est ça. Donc maintenant, à côté de ça, il y a d'autres programmes qui sont menés en termes de soutien à l'agriculture, de la jeunesse. À nouveau, il faudrait regarder ce qui se fait au niveau de la coopération belge, mais au-delà de ça, ce que je trouve intéressant et qui doit nous ramener aussi à notre humanité collective, c'est parfois avec notre regard d'occidentaux très, très ethnocentré, de pouvoir se dire, tiens, là-bas, en termes de conflit, enfin de guérison post-conflit, c'est vraiment un exemple incroyable qui a été réalisé. Quand on voit ici les tensions qu'on peut vivre parfois bêtement au niveau linguistique entre... alors qu'il ne s'est rien passé entre la Flandre, la Wallonie et Bruxelles. Ça peut être un formidable espoir aussi. Oui, je pense que c'est aussi une manière de... Il faut pouvoir s'en nourrir et garder l'œil critique par rapport aux choses, mais en même temps se dire, tiens, là-bas, il y a des facteurs de réussite qui sont assez impressionnants et qui sont aussi inspirés de la culture traditionnelle rwandaise, et nous, toujours avec nos discours très, très en surplomb et parfois intellectualisants d'occidentaux, on doit aussi se remettre en question à ce niveau-là. Il vous a fallu beaucoup d'humilité pour aller faire cette enquête-là. Oui, je pense que c'est obligatoire parce que d'abord, on est tout petit, on doit essayer d'écouter énormément. La société rwandaise est complexe. Le Kinyarwanda est une langue magnifique, mais il fallait toujours passer par la traduction et qui nécessite aussi beaucoup de nuances. Donc, merci aussi à toutes les personnes qui nous ont aidés dans ce travail. Béatrice, ce sera presque le mot de la fin. C'est un travail important qu'Hugues a réalisé là et vous l'avez vu de manière tout à fait positive de pouvoir l'aider à faire ce travail-là avec vous. Oui, c'était principalement dans mon intérêt parce que parmi les obstacles que nous on rencontre, c'est de pouvoir faire connaître la problématique de cette disparition. Et il est venu comme un bouée de sauvetage. Donc, je n'ai pas fait grand-chose. C'est lui qui a fait le tout. Tout le mérite lui revient. Mais de vous offrir ce témoignage, c'était et de pouvoir vous aider dans votre travail. Surtout, comment est-ce qu'on peut vous aider, Béatrice? L'organisation, on peut donner, vous aider dans les fonds aussi. Donnez-nous un site internet, un numéro de téléphone pour vous contacter, vous aider. Mon numéro de téléphone, c'est le +32 484 479 572. Notre site internet, c'est www.ccems.org. CCEMS.org. Nous avons une chaîne aussi YouTube, mais toutes les émissions sont en Kinyarwanda. Sinon, on a un réseau de soutien. C'est pas ça qu'on fonctionne principalement. Des Belges, nés belges, qui mettent chaque mois un petit quelque chose dans la mesure de leurs possibilités. Il y a des dons ponctuels aussi. Tout est bienvenu parce que, par exemple, maintenant, on a vraiment besoin de pouvoir encore faire la pièce de théâtre. On n'a fait que 24 épisodes, mais c'est ça qui nous a permis, en fait, de réunir 19
familles. On avait déjà réuni 3, mais avec la pièce de théâtre, en moins de 6 mois, donc qui a été diffusée sur 6 mois, en une année, on a pu faire encore 19 réunifications. Ce qui fait que c'est important de pouvoir encore le faire, mais ça demande beaucoup de fonds. Ça avait coûté 20 000 €. Un travail sur base de l'art. Vous reviendrez nous en parler, Béatrice. Oui, avec plaisir. Ça serait avec plaisir. De pouvoir aussi faire des émissions comme ça, c'est une aide inestimable parce que ça permet à des personnes qui ne savent pas que ce problème existe de le savoir. Tout à fait. Et à ceux qui peuvent aussi aider de faire quelque chose. Mais si on ne sait pas, on ne peut rien faire. Bien sûr. Merci beaucoup d'avoir été là, Béatrice. Merci, Hugues Dorzé. Donc, le numéro Imagine de ce mois-ci et puis un web docu, c'est comme ça qu'on le dit? Oui, à long format web, 6 épisodes à découvrir fin de semaine sur le site www.imagine-magazine.com. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été là. Merci à ceux qui étaient ce soir avec nous, d'avoir choisi de nous écouter. À très bientôt pour un autre rendez-vous de la laïcité.